Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est en compagnie d'Alex Brim. Hier, à temps actuel, tu es numéro 7 belge. AFP. AFP, Belge, AFP, ouais. ouais, AFP, J'aurai pardon. des problèmes si je dis belge. Ouais. En belge, tu sais combien tu es? Top 50 peut-être. Top 50. Je vais te demander de te présenter comme ça, et puis après tu auras les petites questions d'interview. Ok, donc je me présente. Alex Brim, 35 ans, P1000, français, désolé. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du padel. Je viens du tennis à l'école universitaire aux États-Unis. Et comme tout le monde, je suis passé du côté obscur en testant une seule fois et tombé dedans depuis. C'est ça. Ouais. C'était une de mes questions, c'était comment est-ce que tu es tombé dans le paddle après le tennis? Est-ce que tu as eu une transition assez forte ou peu en douceur? Vraiment. Alors en 2021, avec deux autres amis à moi, Alexandre et Jean-Michel, on se préparait pour les interclubs de tennis. Ouais. C'était au Royal Racing à Uccle et ils ont installé 3 terrains de padel et on a testé et vraiment depuis gros coup de foudre et on est passé Du tout au tout quoi. du tout au tout vraiment. Ouais. Ça t'a pas fait peur de passer comme ça du tennis au paddle et de, je vais pas dire quitter, mais presque quoi? Non, parce que on reste encore sur l'aspect social. Ouais. Donc on était tous les 3 sur le terrain plutôt que, on va pas se mentir, le tennis c'est quand même un sport compliqué, on se prend beaucoup la tête. Et là on était vraiment en mode on s'éclatait, on jouait pas comme il fallait. Mais c'était vraiment l'aspect, on s'éclatait, on ne se prenait pas la tête avant de faire des tournois interclubs où là, on commençait de rentrer vraiment dans la compétition. Quel a été ton premier souvenir marquant en tournoi? C'est un souvenir marquant, un peu embarrassant, mais je vais la jouer juste. C'était la finale des interclubs en 400 ou 500, je ne sais plus, et j'arrivais plus à servir. Je faisais n'importe quoi sur le terrain, je me prenais la tête, et on gagne le point et je finis à genoux. Et mes potes aiment bien me le rappeler parce que c'était 500, 400, 500, finale, je finis à genoux, comme si j'avais gagné un grand chelem. Donc, Après maintenant, il y a des fois où c'est comme ça, tu es un peu perdu et tu es dans ton tournoi, ça se passe bien, ça se finit bien. Est-ce que tu as une personne en particulier ou même dans tes amis proches, c'est pas forcément une personne connue, mais qui t'a très fort influencé dans ta progression et dans ton parcours du paddle? J'ai le droit à 2 personnes ou juste une personne? Non, tu as le droit à 2. 2 personnes, ok. On est sympa aujourd'hui. J'en ai une dernièrement, Tanguy Montoisy, avec qui on a fait pas mal de one-one ici. Et franchement, je pense que j'ai vraiment eu un déclic au niveau de la défense, au niveau du physique et de la concentration. Une autre personne avec qui j'ai pris pas mal de cours, c'est Kiko, comme on l'appelle, à Evere. Fait pas mal de cours le matin avant de déposer les enfants, commencer le taf. Donc ces 2 personnes-là, je pense que sont les personnes qui ont été les plus impactantes. Impactantes dans ma carrière et dans ma progression au padel. Tu parles de ta carrière, mais quel a été le vrai déclencheur et impact qui a fait que tu as eu un tournant dans ta carrière et que tu t'es dit, je vais peut-être commencer les FIP, je vais peut-être commencer à aller chercher vraiment plus loin et ce cap de tu passes dans les tops de Belgique. C'est une bonne question. Après, je trouve que pour moi, personne utilise le mot carrière, c'est un bien grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Un match qui a été important, et je reviens encore sur Tanguy. Tanguy et Romain, c'était un match de major. Je crois que c'est un des meilleurs matchs qu'on ait fait avec mon partenaire Alexandre Dréan. On gagne 14-12 au super tie. Je crois que c'était un de nos premiers tournois en 1000. Ouais, ça a été vraiment un tournant et je pense que surtout venant d'un sport vraiment, on va pas dire haut niveau, mais très très intensif, on reste dans la compétition. C'est clair. Donc c'est ça en fait, tu veux toujours voir jusqu'où sont tes limites, jusqu'où tu peux aller. Donc tu gagnes en 500, tu gagnes en 700, tu gagnes en 1000, tu gagnes un match en FIP. Toujours plus quoi. Essayer de voir ce que tu peux mettre en place pour essayer de viser le plus haut niveau. Est-ce que toi tu te sens, je crois que tu as passé la barre des 35 ans, non, c'est ça? 36 en juillet. Voilà, 36 en juillet, vous voyez, je suis informé. Tu as passé la barre des 35 ans. Est-ce que tu te vois encore peut-être performer encore dans ces peut-être 5 à 10 années en paddle, même en FIP? C'est un peu compliqué parce qu'il faut évidemment concilier la vie de famille. Ouais, c'est ça. La vie de famille, le travail. Et surtout les blessures. Donc là, je pense que certaines personnes de mon entourage ont vu que je suis tombé un peu... Moi, je l'ai vu, moi. Je suis tombé. Du coup, demain, je dois encore faire... j'ai déjà fait une radio, je dois en faire une. Enfin bref. Les blessures, il faut voir. J'aimerais continuer.
Les FIP, c'est quand même un sacré investissement parce qu'il faut balancer la vie perso et ça. Il y a les entraînements, parce qu'il faut rester quand même assidu et il faut voyager. Donc, faut voir. Tout est possible, mais il faut voir si c'est possible d'en vivre aussi. Parce que ça veut dire que cet investissement, je dois mettre ce que je fais actuellement sur le côté. Donc je sais pas, continuer de jouer, faire des tournois, oui. C'est ça. Aller sur faire ce que Clément Gaines par exemple fait, je sais pas, je pense pas. Allez, ce qui se passe, c'est que c'est même pas une question d'âge, c'est une question de vie privée avec ta famille, etc. C'est ça qui fait, tu as des enfants, donc forcément c'est beaucoup plus difficile de... C'est déjà compliqué là, honnêtement, de faire des tournois, de s'entraîner au moins 2 à 3 fois par semaine. Depuis que j'ai eu, mon deuxième enfant, ma petite fille, avant je jouais 2 à 3 fois par semaine, maintenant je joue 1 ou 2 fois et peut-être un tournoi où je dois regarder sur le calendrier partagé pour demander la permission. C'est ça. Donc ça devient plus compliqué. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour éviter les blessures ? Est-ce que du coup, maintenant, vu que tu joues quand même moins paddle, est-ce que tu prends peut-être un peu plus le temps pour faire du renforcement ou pas du tout ? Petite pub pour Clem Paddle. Je suis pas mal de pages sur Instagram, dont celle de Clem. On a discuté 2-3 fois. Et surtout avec le genou, le problème que j'ai au genou, il faut que je fasse pas mal de renforcement musculaire. Donc j'ai la chance d'avoir un Basic Fit juste à côté de chez moi. J'essaie d'y aller le matin ou le midi, parce que le soir c'est compliqué, il faut s'occuper des enfants. Il ne faut pas oublier que de faire en sorte de combiner les deux quand même, quoi. Mais c'est vrai vu que je peux pas être tout le temps sur le terrain et bosser ça, j'essaie de faire des trucs sur le côté ou sur le tapis dans le salon, de voir un bon match de Ligue des Champions. C'est ça. Alors, à partir d'un certain niveau quand même, le physique, c'est ce qui marque aussi fort la différence, non ? Je dirais même que c'est plus important que ce que tu fais sur le terrain. Quand on voit les mecs, les Tapia et Coelho, tu regardes leur entraînement physique, c'est tout simplement des mutants. Donc, après, il y a le talent évidemment, il y a les répétitions sur le terrain, mais je pense que ce que tu fais hors du terrain, c'est bien plus important. C'est ce que Clément disait ici, par exemple, les top joueurs mondiaux, ce qui devient problématique, sauf pour Chingoto, c'est qu'en fait, ils savent se matcher partout sur le terrain. Donc, il serait même, quand tu vois Nussburger, il court en arrière. Il court en arrière, il est en déséquilibre, il est derrière la ligne, il tape ce match, elle part en par 3 ou en rématé. Tu te demandes comment c'est possible, quoi. C'est vrai que physiquement, ils sont totalement au-dessus et c'est dur de suivre le rythme quand même. Donc, non, mais c'est ça, je pense que c'est au haut niveau, c'est un travail de tous les jours. Je reviens encore sur le fait d'être assidu, d'être motivé tout le temps. Il y a des jours où tu ne vas pas vouloir le faire, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir vraiment progresser. C'est ça. Au niveau de ton jeu à toi, quand tu es en match et que plus rien ne va, tes balles, elles ne rentrent plus, tu veux faire des par 3, ça ne marche plus, mentalement ça devient difficile, tu rates beaucoup de choses, tu sais que ton partenaire, il va peut-être rien te dire, mais que ça l'affecte aussi parce que ton jeu, si tu fais de la merde, tu fais de la merde. Ça, c'est pour tout niveau, que ce soit du 100 à du 1000. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu mets en place peut-être avant, pendant, après ton match pour contrer ça ? Écoute, c'est très simple et je pense que pas mal de personnes encore pourront répondre à ma place. Moi, tout est basé, enfin pas tout, mais mon jeu est basé sur l'intensité, sur les jambes. Je suis grand, je fais des grands pas et des fois, moi, c'est ce qui me fait défaut. Donc, je pense que quand ça va pas, en général, 80% du temps, c'est parce que je manque d'intensité ou alors je suis paresseux sur un coup et on revient encore sur le cardio et l'entraînement hors du terrain. Donc quand ça ne va pas, sur les 80%, je me dis ok, il faut que je bouge un peu plus. Sur les 20%, je pense que ça doit être niveau tactique. Donc c'est vraiment évaluer, ok, on fait quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'on a un plan B, un plan C ? Donc voilà. Et mentalement, tu restes toujours dedans quand même, quoi qu'il arrive, ou ça t'arrive de sortir un peu de ton match ? Ça m'arrive. Écoute, il y a des moments où j'arrive pas à laisser le travail sur le côté, les problèmes perso sur le côté. C'est vrai que aller en tournoi, tout ça, ça reste un défouloir. C'est surtout pour le plaisir, le plaisir d'envoyer parfois des grosses matchs. Encore une fois, depuis que je suis tout petit, je suis dans la compétition, au niveau, donc il y a l'aspect mental qui reste là. C'est ça, ok. Et encore une fois, tu passes quand même du tennis où tu es tout seul sur le terrain. À deux. Voilà, donc je pense que ça c'est très difficile. Tu ne dépends pas que de tes performances individuelles. Non. Donc ça, c'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai que du coup, quand tu es à deux, malheureusement, tu dépends de ton coéquipier. Et je pense que, ça on en avait parlé avec Clément, il est très important de choisir son bon partenaire parce que si ça ne matche pas, c'est compliqué. Et à l'inverse, quand tu n'es pas bien, il faut avoir le partenaire qui a ce petit touch pour te remettre dedans, quoi. Oui, il faut trouver une personnalité avec laquelle ça match. J'ai vu la vidéo justement Clem.
Moi, j'ai fait plusieurs tournois avec mon meilleur pote. C'est compliqué, déjà parce qu'on se connaît par cœur, on veut toujours avoir raison. Donc ça c'est mon expérience personnelle. Jean-Michel, c'est compliqué avec certaines personnes, mais oui, il faut choisir. Moi, j'aime bien que ce soit une personne qui me botte les fesses. Genre qui n'ait pas peur de me dire qu'est-ce que tu fais, bouge-toi. Ce que j'ai appris à faire un peu cette année, c'est faire des tournois en mixte et en 700 pour justement me booster moi-même et prendre le brassard. Prendre le brassard et essayer de dire voilà, c'est à moi de prendre le lead, c'est à moi de mettre cette personne en confiance, c'est moi qui suis mieux classé, donc c'est à moi de prendre les choses en main. Et je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport aux jambes, parce que encore une fois, si vous suivez les entraînements avec Arnaud Mécène, c'est souvent ce qu'il dit, c'est surtout en très bas niveau, et après c'est à tous les niveaux au final, mais en bas niveau, tu vas commencer à rater 2, 3, 4 balles. Et tu te dis putain, qu'est-ce qui va pas? Et tu crois que c'est ta technique, mais très souvent, c'est tes jambes. Et c'est tes jambes qui suivent plus, qui veulent plus avancer, qui veulent plus. Et tu prends un peu ce truc de flemmard, moins dynamique, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est là que tu perds un peu parce que tu perds des fois vite 1-2 secondes sur tel mouvement, tel truc. Et ça, c'est vraiment très punitif, quoi. Ouais, et puis il y a l'aspect fatigue. Donc il y a un moment où tu vas arriver au 3e set, si tu n'es pas bien préparé physiquement, si tu es fatigué, tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas être lucide. Et un truc qui est facile, je sais pas, tu parlais de Chingotto, je ne sais pas si tu as vu, ça n'a rien à voir avec le physique. Non. Voilà, après, moi, je trouve ici, que tu parles de Chingotto, moi je viens justement d'en parler avec Clément Pourtin, c'est que je pense que Chingotto, ça fait un petit moment qu'il sent que physiquement, il est à sa limite. Techniquement, il est à sa limite parce qu'il fait. Voilà. Et que je crois qu'il essaye de se faire porter un peu par Galan pour commencer à se matcher un peu plus. Maintenant, c'est c'est plus difficile. C'est compliqué, et il faut un temps d'adaptation aussi. Il veut forcer, il veut prouver. Enfin, c'est compliqué. C'est dur, c'est très dur. Je pense qu'il doit y avoir une pression énorme. Ouais, vraiment. Donc, parce que au final, Galan, il est dans le top joueur physiquement, tactiquement, techniquement, tout. Chingotto, moi je le trouve dans les top joueurs, mais ce qui se passe, c'est que physiquement, il est trop limité comparé à Roethlisberger, LeBron, Chingotto, Galan, Koyo, Tapia, etc. Clairement. Et c'est vrai que là, ça met de la pression, ça c'est sûr. Maintenant, à notre niveau, c'est pas encore vraiment la même chose. mais quoique, attends, après, c'est pas la même chose. Alors, quand si tu fais bien attention, par exemple en 1000 ou le tournoi que je fais en 700, la personne avec qui je joue se dit je joue avec un 1000, il ne faut pas que je rate. Et voilà, ça met une pression aussi des deux côtés. Moi, je me dis écoute, c'est moi qui suis mieux classé, je ne dois pas rater, je dois me mettre en confiance. Et lui se dit pareil. Voilà, donc il y a toujours un niveau de pression, même si c'est pas. C'est clair. Voilà, c'est clair. Faut relativiser. Puis je pense que les gars, vous l'avez pas vu. Tu fais quoi, 1m92, 93 ? Non, c'est un secret. J'arrondis toujours à 1m90, mais je fais 1m88 malheureusement. Arrête. Si. Ah putain. C'est les épaules. Ah ouais, c'est les épaules. Parce que j'allais dire, parce qu'à mon avis, il rentre pas dans la porte, c'est pas possible. Il est castard, donc en effet. Quand tu vois un joueur de gauche comme ça et qui va te mettre 2-3 par 3, tu te dis bon, là ça devient compliqué. Donc oui, c'est vrai que la pression, c'est partout au final. C'est en fonction des joueurs que tu as en face, en fonction de ton partenaire. Et c'est là qu'on revient avec la vidéo de Clem Paddle que vous avez sûrement vue. C'est le mental, les gars. La préparation mentale, très importante pour pouvoir jouer son propre jeu. Et ne pas se noyer en plein match, quoi. Exactement. Et oui, le mental, la préparation aussi d'avant-match, parce que si tu arrives 5 minutes avant, tu dois te mettre dans ton match, le fait de s'échauffer, en fait, je pense que psychologiquement, ça veut dire ok, voilà, je suis en match mode, tournament mode. Au final, ça aussi, c'est ce qu'on disait dans la vidéo avec Clem, il te faut une routine. C'est quand tu commences avec une routine, tu fais toujours la même chose au même moment et en fait psychologiquement tu te prépares déjà dans ton tournoi. Clairement, et en fait dans les professionnels il y en a qui mettent leurs chaussettes droite et puis leurs chaussettes gauche. Moi je sais bien que mon meilleur pote il est en motocross et c'est comme ça, s'il a mis la chaussette gauche avant la chaussette droite, il va enlever ses chaussettes et il va remettre dans le bon ordre. Parce que il y a un peu ce truc de superstition aussi, mais il y a les tocs, ça aide mentalement, ça aide à être dedans en fait. Ça peut aider aussi quand tout va mal, tu as ton repère. Par exemple, je parlais avec Tanguy justement qui me disait il faut trouver un moyen quand ça ne va pas.
pas, tu as ton mouvement et tu resets. Ouais. Donc ça peut être, je sais pas, tu mets la main sur la vitre ou alors, je sais pas, tu refais tes ouais, lacets. Tu vises un truc ça peut être ton repère pour vraiment reset et repartir au combat. Moi, je sais que mon repère à moi, c'est très simple. Je ferme les yeux 3 secondes, je respire et je souffle. Et juste, je fais un reset mental de me dire allez, t'as raté 4 poids d'affilée, le prochain il sera bon, quoi. C'est intéressant que tu me dis ça parce que quand on était au tennis avec mes frères, mon père nous a fait faire des cours de sophrologie. Ouais. C'est le premier truc c'est ça. Moi, je faisais ça pour les sports de combat parce que la respiration, le problème, c'est que dans les sports de combat, c'est que si tu ne gères pas ta respiration, tu es mort parce que tu es mort. Physiquement, mentalement, ça ne va pas aller. Donc, on fait beaucoup de travail de respiration et c'est vrai que moi, en match, en fait, tu sens que tu t'emballes, tu t'énerves, donc ton cœur, il pousse. Ta respiration pousse aussi, donc au final, tu t'apportes plus d'oxygène dans ton corps, etc. Donc tes muscles sont plus tordus. Et en fait, ça provoque, c'est juste physiologique en fait. Ouais, clairement. Et quand tu te reposes et que tu ressouffles, il suffit de 3-5 secondes, tu n'as pas besoin de 3 minutes à respirer comme ça, heureusement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important, quoi. J'essaye, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois et de dire, c'est donner des petits tips par-ci par-là pour essayer d'aider les gens parce que je vois souvent, même en sort de sort, les gens qui s'énervent très vite, puis c'est fini. Tu sens qu'ils vont perdre 2-3 jeux des fois avant de pouvoir se remettre dedans. Alors que tu peux perdre 1 ou 2 points, mais pas commencer à te perdre enchaîne, parce que ton mental ne suit plus, quoi. Et surtout, ce sont ce genre de tips qui vont faire la différence sur un match. Tu arrives au super tie, ou alors tu as une balle de break, où tu dois faire la différence et ça va jouer sur ça. Ouais. Bon, il y a une part de chance, mais moi, je fais partie des gens qui croient que ce genre de petits détails vont faire la différence. Moi, je sais que j'entends souvent en très bas niveau, très bas niveau, je ne mets plus dans le très bas niveau, c'est que on entend souvent, dès que ça monte, dès que les niveaux montent, c'est plus difficile parce que le rythme est beaucoup plus fort. Comment est-ce que ça se passe un match réellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de rythme ou au contraire, ça change énormément de rythme? Alors ça dépend de ton plan tactique, si tu veux tout le temps les agresser ou alors si tu veux vraiment casser le rythme, chiquita lob. J'ai goûté aux deux. Il y a beaucoup de rythme, mais surtout, ce qui va être important au niveau, c'est que ça va rester à un haut niveau, grande intensité, haute intensité pendant 3 heures. Ouais. Et ce qui va faire la différence, plus on va monter jusqu'à 1000, c'est que quand tu vas avoir une balle de break ou une occasion, les meilleurs ils vont la saisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on va essayer peut-être de changer, de tenter un truc. Ouais. Et c'est là qu'on se fait cueillir et vraiment, en fait, je pense qu'on confond changement de rythme et changement d'intensité en fait. Ça. Et donc, on se dit, on va baisser un peu le rythme, mettre une chiquita. Et en fait, tu baisses ton intensité de jeu, alors que ton intensité, elle doit rester pareille que tu joues fort ou lent. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui va faire la différence. Et des fois, je fais cette erreur aussi, c'est que je me dis, je vais jouer un peu plus soft. Ouais. Mais du coup, je baisse l'intensité. Ouais, alors que non, c'est... Et tu donnes une balle plus facile. C'est ça. Ou alors un bas duf et sur 30-40, balle de break qui peut changer le cours du jeu. C'est là que ça se passe mal et que le tournant, il y a le tournant du match. Donc je pense que les meilleurs, c'est là. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Ils ne vont pas changer de tactique. Ils vont continuer de faire ce qu'il faut. Ils vont garder l'intensité pendant 3 heures. Comment est-ce que tu vas gérer la pression quand tu vas jouer face à un plus gros joueur, vraiment un favori, quoi? C'est très simple. Je bois. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Troisième mi-temps. Très simple. Quand tu joues contre quelqu'un qui est plus fort que toi, il y a moins de pression. Moi, je pense que la pression est plus sur eux. Ils ne veulent pas se faire cueillir par des gens qu'ils ne connaissent pas ou moins plus faibles qu'eux. Je préfère plutôt ce scénario-là plutôt que de jouer. Ouais, clairement. C'est que du bonus. Ouais. Tu vas apprendre. Eux, tu sais qu'ils ont la pression. En étant plus relâché, tu vas mieux jouer, je pense. Et voilà, encore une fois, c'est juste sur les points importants. Là, peut-être qu'il faut apprendre à se calmer et parler avec son partenaire. Ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez, on maintient ça et pas se rater encore une fois, sur les points clés, les points clutch, quoi. Être clutch quand il faut. Ouais. J'ai pas forcément, comme tu dis, une pression plus haute quand les adversaires sont plus forts parce que tu dis, ils sont plus forts. Par contre, c'est vrai que j'ai cette envie de me dépasser fois 1000 parce que tu as envie de c'est normal. J'ai gagné contre un mec qui a peut-être 2 ou 3 fois ton niveau, quoi. C'est normal. Mais justement, je pense que c'est mieux ce mindset plutôt que se dire ce gars il est plus faible que moi, il ne faut pas que je perde contre lui ou sinon tu commences à beaucoup réfléchir. Donc je préfère largement ce scénario-là plutôt que de jouer plus faible
Et c'est ça aussi, hein, par exemple, quand on joue en 700, Ouais. ben, la pression elle est un peu sur moi aussi parce que je joue des 700, des 500 et des 1000 et je sais qu'ils veulent ma peau. Ouais. Donc la pression elle est là. Donc, mais c'est une bonne pression. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est OK, comment tu vas gérer cette pression, comment tu vas step up, Moi, tu vas être mis au frigo. On va jouer après, Ouais. je vais vouloir ta peau. Hein. Non, mais Je veux gagner au moins un point. Je vous laisserai pas. Voilà, maintenant que tu m'as dit ça, c'est sûr que je donnerai rien. Moi, je te mets la pression jusqu'au max. En plus, ça va être filmé dans ce genre de questions. Je vais me donner à fond. Et sache que j'ai quand même réussi à prendre 1 ou 2 points avec Clément. Avec Clément Gaines. Okay. Donc voilà. Je crois que j'ai fait 2-2 contre Clément, donc je suis pas mauvais non plus. Non, après, Clément, il était à 3% de ses capacités, à mon avis. Ça, tu peux couper ça. Ça, on coupera. Non, mais oui, voilà, c'est vrai que tu as raison. Et je pense que dans tous les cas, tu joues contre plus faible ou plus fort, il faut que tu joues de la même manière et essayer de te mettre la pression de côté. Et ça, c'est Clément qui me l'a dit. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment... Il y a eu un avant après ça, c'est qu'en fait, tu viens jouer au paddle pour prendre le plaisir. Oui. Et donc, faut pas oublier ça. Hein. C'est ça. Ouais. Et des fois, je pense qu'on l'oublie. Moi, par exemple, avec les objectifs, parce que je crois que je t'ai pas parlé de mes objectifs, tu le sais peut-être, mais donc du coup, moi, c'est d'atteindre plus ou moins le niveau 500 fin d'année. Ok. Donc c'est très pouillu. C'est un bon objectif. Voilà. Je pense que c'est un objectif qui est atteignable très très difficilement. Donc il faut que je me dépasse, il faut que je fasse beaucoup de renforts, il faut que je fasse beaucoup de cours, etc., parce que j'ai jamais fait de sport de raquette. Mais c'est vrai qu'au tout début, du coup, je me suis mis trop de pression. J'ai perdu certains matchs pendant mes tournois alors que je ne devais pas les perdre. Des fois, j'ai perdu certains matchs à cause de mon partenaire. Et là, c'est très dur parce que tu te sens impuissant. Après, voilà, moi, j'ai jamais été trop critique envers mes partenaires ni rien. Donc ça, par rapport à ça, ça allait. Mais c'est vrai que du coup, ce truc de se dire, j'étais presque en train de calculer mes points par tournoi, par ci, par ça, ça te met trop de pression en fait. Et moi, je me suis dit, pardon, je te coupe, je me suis dit, au final, joue tes matchs. Si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, tant pis. Et la pression que je suis en train de me mettre, mets-la de côté et serre-en toi plutôt pas comme une pression, mais comme un tremplin pour... Voilà, tu te donnes les moyens et si tu y arrives, nouveau step. Je suis d'accord. Faut pas oublier que oui, au final, ça reste amateur, semi-pro. On n'est pas au FIP où vraiment c'est ton gagne-pain. C'est ton gagne-pain, ouais. Voilà, on a encore nos jobs de notre côté. Ouais. Donc faut pas oublier ça. Et puis tu as dit quelque chose qui était intéressant parce que je suis tombé aussi dans cette spirale un peu négative où à chaque point, à chaque match, je regardais mes points Elo le lendemain. Ouais. Et je pense que pour ne pas tomber dans cette spirale, et c'est bien que tu te sois fixé 500, mais je pense que tu devrais faire des petits touch points à chaque mois. Ouais. Où j'en suis, est-ce qu'il faut que j'ajuste, comme ça. Donc, parce que tu peux vite te mettre la pression et tu te dis, tu es sur un match, tu te dis, si je perds ce match, je vais perdre trop de points. Ouais, et ça, c'est pas bon ça. Moi, j'ai transformé ça plutôt comme, j'ai plutôt transformé ça par objectif de niveau de mon niveau de jeu, ce que je veux par rapport au mois. Donc ici, maintenant, j'avais dit, pour les interclubs, j'aimerais bien arriver plus ou moins en poids Elo à 200. Je suis à 420, donc je vais arriver à 200. Ici, j'ai encore 3 tournois. Donc ça, voilà. Et en fait, je m'étais dit, pour la fin des interclubs, donc début avril, j'aimerais bien pouvoir commencer à jouer avec des 300 officiels et gagner. Et en fait, déjà ici, je joue avec des 300 officiels et je gagne mes matchs. Je perds, je gagne, ça dépend. Mais donc je me dis, voilà, j'ai déjà atteint une partie de mon objectif. Maintenant, il y a encore du travail. Et en fait, je vois plutôt à ça, plutôt à mes performances de jeu et physique personnelles plutôt que mes poids. Et voilà, le but, c'est de montrer en un an tout ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'arriver à un tel objectif. Et si j'y arrive pas, il n'y a aucune honte, parce qu'il n'y a pas de honte chez quelqu'un qui a essayé, tu vois. Ouais. Encore une fois, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Au moins, tu auras donné tout ce que tu seras mis les moyens. Et voilà, il ne faut pas être négatif, mais oui, il faut faire attention, pas tomber vraiment dans cette spirale négative. Ça, vraiment. Ça peut vraiment te bousiller, ça. Ouais. Quel est ton objectif de cette saison et aussi où est-ce que tu te vois dans 3 ans ? Cette saison, je vais commencer doucement parce qu'elle a mal commencé. J'aimerais ne plus être blessé déjà. Ouais. D'abord commencer par sur le terrain, ce serait physiquement être un peu plus affûté, bouger mieux sur le terrain et pour mieux défendre. Ouais. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que je panique. J'ai progressé au niveau défensivement, mais quand je vois, je prends l'exemple de par exemple Mickey Guérin, le mec, la balle arrive, il sait déjà ce qu'il va faire et tu as l'impression que le temps s'arrête alors que moi, je vais bouger dans tous les sens. Je vais la remettre, mais voilà, un peu sur du réflexe ou alors l'instinct. Ouais. Donc vraiment progresser défensivement
aller chercher quelques points FIP. Oui, aller chercher quelques points FIP parce qu'en 1000, c'est compliqué d'aller chercher un major. Et surtout avec Jérémy qui rafle tout à chaque fois. Oui, gagner quelques points FIP cette année et me faire un petit trip aussi en Espagne pour progresser, parce que je pense que c'est là que le déclic peut se faire. Ouais, c'est ça, clairement. Et du coup, dans les 3 ans, ça va dépendre de mes enfants, honnêtement. Ouais, c'est ça, c'est toujours comme ça. Mais je vais dire, si tout se passe bien dans un monde idéal, niveau privé. Niveau privé, ouais, ça va. C'est parce que il faut que ça reste la priorité. Hein. Ouais, c'est clair. Mais dans 3 ans, pourquoi pas être un peu sur le circuit, peut-être ouvrir une académie, je sais pas. Et proche des 40 ans, aller chercher les 40 ans en équipe nationale française. Ça serait beau, ça. Allez, hein, pourquoi pas. Ça serait vraiment beau. Des objectifs, on va pas chercher trop loin. Il faut garder un œil réaliste. Et puis surtout, pour l'instant, paddle, c'est pas numéro 1 sur ma liste. Oui, bien sûr. Voilà, mais si tu me dis dans 3 ans, avec mon œil ambitieux, ce serait ça. Ok. Aller chercher, aller être à peut-être 10 ou 15 points FIP, approcher l'équipe nationale française en 40 ans. Ok, top, franchement, c'est de belles ambitions et je te le souhaite vraiment. Merci. Que tout se passe bien dans le privé, déjà, ça c'est vraiment le plus important. Si ça se passe mal dans le privé, je vois pas comment ça peut bien se passer sur le terrain. Ça c'est pas possible. Justement, j'en ai parlé avec Clem Paddle. Il disait voilà, mentalement, si déjà dans ta vie privée ça va pas, sur le terrain ça n'ira pas. Parce que tu vas juste faire un transfert de ce qui ne va pas et voilà. Donc. Et puis des fois, à l'inverse, si ça va bien sur le terrain, ça va peut-être aller mieux dans ta vie privée aussi parce que tu es. C'est vrai, je suis d'accord. J'étais dans les 2 cas de figure. Là, je dirais pas dans lequel je suis, mais. En ce moment, le paddle, c'est un assez bon défouloir, surtout avec la vie professionnelle. C'est vraiment un moyen d'évacuer et de dire ok, ça c'est pour plus tard, maintenant on s'amuse sur le terrain. C'est ça, ouais. De toute façon, les gars, faites comme moi. Moi, cette année, j'ai dit l'année 2026, c'est la mienne et il ne se passe que des belles choses. Donc, faut penser positif. Je vais te voler ça. Vole-moi ça et on en reparle d'ici quelques mois. Ben voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commentaire et vous abonner. Encore merci à Alex. Vous mettez son Insta dans la description et n'hésitez pas à aller le suivre. Et encore merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Et à la prochaine. À la prochaine.